Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies d'Eltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bonjour et bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui Armand Rosenberg, président de la CRES et entrepreneur social dans le département de l'Ain. On est dans un territoire où il y a comme partout des centaines de personnes qui font l'hypothèse que c'est en agissant, que c'est en créant des activités qui vont améliorer la qualité de vie de leur territoire et donc qui vont vivre plus longtemps bien ensemble. Bienvenue dans Magnésium, le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. N'oubliez pas de vous abonner à Magnésium, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. Mettez des petits cœurs pour nous aider à continuer cette aventure auprès des entrepreneurs de l'ESS. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, Podcast Addict ou TuneIn, pour ne citer que. Magnésium est également diffusé sur les ondes radio de Lyon Demain via l'application Lyon Demain, bien sûr. Le magnésium, c'est ce petit élément minéral numéro atomique 12 qui est présent partout, sur Terre, dans l'eau, dans l'univers. Il a un rôle essentiel dans toutes nos cellules, à condition qu'il se combine avec d'autres éléments. C'est un élément qui n'a de sens et de valeur que dans le collectif. C'est donc le collectif que nous questionnons dans ce podcast, le collectif pour partager les bonnes pratiques, les bons plans, pour collaborer, pour coopérer, s'inspirer, se rassurer, se rebooster, se ramasser aussi peut-être parfois, s'alimenter et progresser bien sûr. Quelle est la place de la coopération, des collaborations, des partenariats, de l'entraide dans la réussite des projets de l'ESS? Comment s'entoure-t-on des bonnes personnes? Comment choisit-on ses repères? Ce sont des questions que je pose aux entrepreneurs invités dans ce podcast. Aujourd'hui, nous partons à Trévoux, au nord de Lyon, au sud de Villefranche. Je reçois un entrepreneur prêt à toutes les aventures coopératives. Il était directeur général d'une recyclerie, d'une épicerie solidaire aussi, d'un restaurant, d'un cinéma associatif. Il va nous en parler. Il est de ceux qui expérimentent depuis longtemps l'entrepreneuriat à plusieurs. Et j'entends à plusieurs quand on implique des associations, les élus, les citoyens. Armand Rosenberg, également président de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, est l'invité de Magnésium. Bonjour à vous Armand. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir, c'est vraiment très très gentil. Bon, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. On va parler d'un écosystème complet, assez complet, que vous avez intelligemment créé sur le territoire de Trévoux, peut-être au-delà d'ailleurs, avec Valorisons. Valorisons qui est une association dont vous êtes le directeur général, qui propose une offre de services aux habitants, des crèches, l'accompagnement à l'emploi, un tiers-lieu, je crois aussi, une épicerie, enfin, il y a un certain nombre de services. Et pour assurer ces services, il y a des entreprises utiles, des entreprises locales que vous accompagnez et que vous créez, d'ailleurs aussi, on peut le dire, grâce à Dombinov, un incubateur d'entreprises que vous avez créé à Trévoux. 11 entreprises, je crois d'ailleurs, ont été créées. Alors, j'aimerais dans ce podcast que vous nous expliquiez cet écosystème autour de Valorisons, avec Dombinov, avec aussi un pôle territorial de coopération économique, c'est pas rien, avec des bénévoles aussi, très certainement des élus, un écosystème qui me paraît très efficace, peut-être un exemple aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pour que tout soit clair pour tout le monde, l'organisation de cet écosystème? Je ne sais pas si je peux vous présenter l'organisation de l'écosystème comme ça en quelques mots, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une superbe aventure collective. En fait, si on a toutes ces activités qui existent, c'est pas du tout parce que moi tout seul, tout d'un coup, j'aurais pris l'initiative de créer des entreprises avec une forme de génie managérial. On présente toujours l'économie comme ça. On a des entreprises, y compris des multinationales, on finirait par avoir la sensation que c'est une seule personne qui fait vivre cette multinationale. Hop, on change de PDG, ça y est, tout est fini, tout va s'arrêter. Bon, évidemment, la réalité, c'est pas celle-là. Il n'y a pas besoin d'être un expert de l'entreprise pour le savoir. Et chez nous, évidemment, c'est pas le cas. C'est encore moins le cas quand notre ambition, c'est de fabriquer du développement local durable. Donc, en fait, surtout, on est dans un territoire où il y a comme partout des dizaines, des centaines de personnes
qui font l'hypothèse que c'est en agissant, que c'est en créant des activités qui vont améliorer la qualité de vie de leur territoire, qui vont apporter des services aux uns et aux autres, et donc qui vont vivre plus longtemps bien ensemble. Et nous, ce qu'on a fait à quelques-uns, c'est simplement fédérer ces énergies. On les a notamment fédérées au début à travers un festival qu'on a appelé Économie du troisième type, qu'on a arrêté il y a 2-3 ans pour des raisons que je vous passe, mais qu'on va reprendre sous une nouvelle forme qui s'appelle Start-up de territoire et qui nous permettait d'aller à la rencontre des gens pour créer des entreprises ensemble. J'insiste quand même sur l'écosystème parce que oui, certes, vous étiez en train d'expliquer que il y avait d'abord des énergies sur le territoire qui croyaient, qui avaient envie de s'engager pour un développement local. Mais il y a quand même une structure qui a été créée, qui est Valorizon, qui permet quoi? Qu'est-ce qu'elle permet? C'est une association déjà? Elle permet de fédérer toutes ces énergies? Ouais, en fait, l'association, elle existait déjà quand on a commencé à faire ce travail. Parce que au premier jour, Valorizon était un centre social. C'est une histoire de 30 ans avec des habitants du territoire qui s'étaient à une quinzaine mobilisés pour créer ce centre social. Ils avaient fait un truc super fort parce que ils avaient acheté ensemble une maison avec un grand terrain. Donc ils avaient fait ce qu'on appellerait aujourd'hui déjà une entreprise sociale avec un investissement collectif. Ils ont retapé cette maison ensemble. Donc ils auraient fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un chantier participatif. Et en faisant ça, ils ont créé une première dynamique collective. Bon, puis le centre social a vécu, a développé quelques activités. Et il y a un peu plus de 10 ans, on a décidé qu'on se mettait au service de tous ceux qui, sur le territoire, voulaient développer de nouvelles activités. Donc, aller à la rencontre des gens, monter des activités avec eux. Et chaque année, on s'est retrouvés comme ça à créer 1 ou 2 entreprises sociales sur le territoire. Alors, quand je dis à créer ou aider d'autres à créer, mais surtout faire écosystème. Et ce qui est important dans ce que vous dites, c'est ça, on fait écosystème, il y a des citoyens, des entreprises sociales, des collectivités, des chefs d'entreprise, d'entreprises conventionnelles, bref, toute cette société civile du territoire qui, de temps en temps, se mobilise ensemble autour d'une idée et crée une activité nouvelle. Donc tout ça démarre d'une association, d'un centre social et donc de bénévoles essentiellement. C'était des habitants engagés. Comment on part de là pour en faire un projet entrepreneurial aujourd'hui? Et quelle est la place de chacun? Qu'on comprenne bien. Quel équilibre il y a entre l'entrepreneuriat, et le développement économique et le bénévolat, l'associatif, l'engagement des élus aussi, le politique dans tout cet écosystème? Alors d'abord, il y a une évolution majeure, il y a une dizaine d'années, c'est le moment où dans cette dynamique de type centre social, on se dit que on va faire un petit pivotage et qu'on va s'emparer des questions d'entrepreneuriat, ce qui nous amène à dire qu'on fait de l'entrepreneuriat social. Ce qui était pas et est toujours pas extrêmement commun dans le monde des centres sociaux, voire fait débat de temps en temps. Tout ça, c'est aussi des histoires. C'est à la fois des histoires d'action collective puis des histoires de frottement. Ça se fait pas toujours avec juste de l'amour, ça se fait aussi avec des désaccords. Et ce frottement à Armand Rosenberg, il est entre qui et qui, au fond, à ce moment-là, il y a 10 ans? Mais il est par exemple entre nous qui défendons une vision du centre social et d'autres qui en défendent une autre. Il peut être entre ce qu'on fait aujourd'hui dans un cadre associatif et ce qu'une collectivité pense qu'elle doit devoir faire et qui lui revient, tout en se retrouvant finalement à faire les choses ensemble. Et je crois qu'à un moment, vous voulez qu'on parle de ce qui fait la particularité de l'entrepreneur social, ou en tout cas de ce qu'il faut amener là-dedans. Faut amener à la fois une vision claire sur le moyen-long terme, une conviction sur la façon dont on doit avancer et beaucoup de diplomatie pour faire en permanence avec les autres. Il faut être capable de faire quelque chose qui est assez paradoxal, en tout cas qui, moi, certaines fois, me met en difficulté. Il faut être en même temps charismatique et extrêmement humble. On est dans un parcours qui est fait de petites contradictions de ce type-là. En tout cas, ce qu'on a fait là, c'est qu'on s'est emparé de la logique d'entreprise pour pouvoir développer des activités nouvelles, donc avec beaucoup des référentiels de l'entreprise conventionnelle, avec des enjeux de modèle économique,
d'excédent, de capacité d'investissement, de qualité de gouvernance, de qualité managériale, avec des réussites et des petits échecs. On n'a pas eu de gros échecs, hein. On a eu cette chance de ne pas prendre de très grosses claques dans la figure, mais bien sûr que ces éléments-là sont présents. Et puis avec un marqueur fort qui est tout le temps dans ces aventures entrepreneuriales, de dire que ce sont des entreprises collectives. Alors peut-être que toutes les parties prenantes sont pas toujours associées, mais en tout cas, c'est jamais l'entreprise d'un seul ou juste de deux ou trois. Et d'ailleurs, il n'y a pas deux entreprises de cet écosystème qui seraient gouvernées par le même collectif d'acteurs, parce que sinon, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mobiliser le maximum de citoyens dans l'aventure. On est toujours sur de la lucrativité limitée. Bien sûr qu'il faut générer de l'argent pour pouvoir réinvestir et développer des activités nouvelles, mais cet argent, il n'est jamais approprié par une personne ou même par quelques personnes. Il est toujours dévolu au projet lui-même. Donc, on réinvestit l'argent qu'on gagne dans les projets qu'on essaye de développer. Et comment vous vous assurez de ce réinvestissement, de ce caractère social et solidaire des entreprises? Quels sont les critères finalement que vous leur imposez? Bref, c'est assez simple, hein. On distribue de l'argent à personne. Ouais, toutes ces entreprises sont donc réunies au sein d'une même structure, elles sont en coopérative? Alors, il y a plusieurs statuts. Une de nos particularités, c'est qu'on n'a pas voulu créer de structure chapeau à l'ensemble parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans une situation de type holding. On voulait que chaque entreprise se mette dans une situation de coopération avec les autres. Encore ce terme que vous avez utilisé plusieurs fois, que moi j'aime bien, qui est le terme d'écosystème, mais pas réinventer le holding à la mode associative ou de l'économie sociale. Et donc, les entreprises s'obligent à coopérer les unes avec les autres, à mener des actions ensemble, voire pour quelques-unes d'entre elles à partager des moyens, mais elles ont chacune leur propre gouvernance. Par contre, on peut soutenir, les anciennes peuvent soutenir la création des nouvelles. Par exemple, on a l'apparition il y a 1 an et demi, 2 ans d'une librairie sur le territoire. C'est le fruit d'un investissement de plusieurs années où on a accompagné la réflexion de ceux qui ont créé la librairie et au moment où il fallait la créer, il fallait acheter le local dans lequel elle se trouve, qui était une pharmacie du centre-ville de Trévoux qui avait fermé. Et on a participé au montage de la SCI qui a acheté ce local en trouvant des partenaires pour pouvoir le faire et en investissant soit à titre personnel, soit au titre de structures membres du groupe coopératif ou du pôle territorial de coopération économique ensemble dans cette SCI. D'accord. Mais il n'y a pas de formalisme finalement dans cette coopération. Elle se l'impose? Est-ce qu'il y a des contrats de partenariat, On a une charte qui définit le cadre dans lequel on intervient. Et après, le terme de contrat est intéressant parce qu'effectivement, on passe des contrats de l'un à l'autre et on passe des conventions de l'un à l'autre pour décrire ce qu'est le partenariat qu'on va mettre en œuvre et pourquoi on développe ce partenariat. Et des fois, ça va jusqu'à une inscription dans les statuts des uns et des autres. C'est-à-dire qu'au moment, alors certains, au moment de leur création, inscrivent dans leur statut l'enjeu de la participation à la construction de cet écosystème qui favorise le développement local durable. D'autres ont modifié au cours de leur vie leur statut pour inscrire cette notion-là, de façon à ce que ce soit vraiment inscrit dans l'ADN de chacun, de construire un écosystème qui va permettre d'accélérer l'innovation sociale, qui va permettre d'accélérer la création d'entreprises au service des habitants pour qu'on puisse avoir une vie d'une meilleure qualité. Vous avez parlé d'un cinéma, je vous ai parlé d'une librairie, on pourrait parler de l'ouverture d'une crèche interentreprise en zone d'activité, parce que finalement, un salarié, c'est aussi un habitant du territoire. À bien des égards, il y a des salariés qui passent plus de temps dans leur semaine sur leur lieu de travail que dans leur propre maison. Voilà, ça permet de faire tout ça. Alors j'ai l'impression qu'on parle un peu, Armand Rosenberg, de service public quelque part. Quelle est la place des collectivités dans tout ça? Elles sont pas toujours prêtes à intégrer, dans leur process, hein, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles pratiques, ces pratiques de co-construction. Comment vous êtes passé outre ces freins?
Finalement, comment vous avez fait bouger les lignes et quel rôle elles ont aujourd'hui? Bon, elles gardent un rôle majeur. Je pense qu'il y a d'énormes besoins pour que tout le monde vive bien sur un territoire, trouve tous les services qui lui sont nécessaires, puisse construire de la convivialité. Il y a de la place pour beaucoup, beaucoup d'initiatives. Et puis après, on se retrouve, alors, parfois en désaccord, souvent à faire des choses ensemble, mais on a organisé une situation où on n'était pas en situation de dépendance les uns aux autres. On travaille par exemple extrêmement bien en ce moment avec la communauté de communes d'Ombs-Saône-Vallée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, mais avait été absolument le cas encore à une période antérieure. Donc les choses bougent, ça dépend aussi des sujets. On a beaucoup travaillé, vous avez évoqué la recyclerie tout à l'heure, le développement de cette recyclerie, Oui. il doit énormément à la collectivité. Si on s'était pas rencontré avec le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères il y a une dizaine d'années au moment où on montait ce projet-là, le projet aurait jamais vu le jour. Il y avait des gros investissements à réaliser puisqu'on a, enfin plus justement, le syndicat mixte a acheté un bâtiment pour pouvoir installer la recyclerie, là où nous on portait l'ingénierie pour installer cette recyclerie et on a porté juridiquement dans Valorisons au début le test du projet avant qu'il s'autonomise dans une nouvelle structure associative. Sans la collectivité, ça ne se serait pas développé. Et encore aujourd'hui, quand on développe des nouveaux services, la collectivité utilise ces services. Par exemple, alors on s'est posé ensemble la question des déchets de bureau et notamment du déchet papier, du déchet carton. On a développé un service en direction des entreprises du territoire et simultanément, la collectivité a fait en sorte que ce service se développe pour les collectivités de son territoire, donc pour les mairies, pour les écoles. Et on est en train de travailler ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des ambassadeurs du tri conjointement. Et le conjointement permet de se poser la question, d'une part, si on peut pas mettre en place un dispositif d'insertion professionnelle. Donc on travaille là-dessus là ces jours-ci. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler depuis 3 semaines avec un objectif de mise en œuvre à la fin de l'année. Il faut qu'on soit opérationnel au mois d'octobre. Et on en profite aussi pour se demander si, puisqu'on veut développer le compostage, on ne pourrait pas construire les composteurs localement plutôt que de les acheter à un fabricant à l'extérieur. Et ce qui est la deuxième opportunité de créer une nouvelle activité. Alors, ça fonctionne sur un certain territoire, j'imagine. Vous êtes sur, Trévoux, je crois comprendre que, vous développez sur la communauté de communes. Qu'est-ce que de votre expérience, est-ce que ce sont des pratiques, des concepts, des écosystèmes, qui doivent rester, sur un territoire relativement restreint, local finalement? Ou on Ah, peut c'est imaginer un développement plus large? Ouais, c'est une très très bonne question. C'est un sujet compliqué. En fait, je pense que le sujet du territoire est beaucoup dans nos têtes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup défendu l'idée d'un territoire qui était celui de la Dombe, qui est mon territoire de vie et donc auquel je suis attaché. Et puis aujourd'hui, je me demande si ce territoire n'est pas surtout dans ma tête et dans celle de quelques-uns, mais serait absent en fait de la tête de la majorité de nos concitoyens. On travaille aussi sur tout l'ouest lyonnais aujourd'hui, on travaille pas que sur le territoire de Trévoux, du Val-de-Saône et de la Dombe. Ça me permet de visualiser le fait que on traversait avant très peu la Saône. Alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on travaille sur l'ouest lyonnais, ça nous paraît évident qu'il faut traverser la Saône et que finalement, le service qui est sur un bord de la rivière, d'un côté du pont, il est peut-être absent de l'autre côté du pont, en l'occurrence sur certains services qu'on offre, c'est le cas, et c'est absurde de ne pas apporter ce service aux habitants qui sont juste de l'autre côté, parce que eux, par contre, dans le restaurant tiers-lieu qu'on a créé, ils viennent déjeuner, ces gens-là. Ouais. Donc la question du territoire est très relative. Quel rôle vous donnez, Armand Rosenberg? Est-ce que vous êtes un chef d'orchestre finalement, de tout ce développement? D'où vient d'ailleurs, cette appétence, cette passion pour le développement local, pour le développement de coopération, aussi? Je pense que c'est beaucoup lié. Il y a des histoires, il y a des histoires personnelles qui fondent les choses. En même temps moi j'ai toujours eu un goût pour la chose collective. J'aurais dit d'ailleurs, il y a quelques décennies, ça y est, je peux parler comme ça. Il y a quelques décennies, j'aurais dit que j'avais du goût pour la chose politique. Et puis, la vie a fait que ce goût, il s'est tourné vers plutôt une action entrepreneuriale. D'ailleurs vous avez fait Sciences Po Grenoble, je crois, hein?
Ouais, très forte, hein, très forte. Absolument, j'ai fait Sciences Po Grenoble. J'ai fait aussi un Master 2 en management de projet à l'IAE de Lille et les premières propositions que j'aurais pu avoir et ce que font mes anciens condisciples de cette formation-là, c'est plutôt travailler dans les travaux publics, dans les grands projets. Il y avait, je pense, un bout d'histoire aussi entrepreneuriale hein, dans ma vie, dans mon histoire familiale, qui s'est croisé avec ce goût pour le projet et le passage par Sciences Po et donc le goût pour les sciences politiques et ce qui fait la vie collective, ce qui construit la cité. Et le croisement, bah, ça a été cette vie-là d'entrepreneur social. Et c'est vrai que j'aime sa diversité. Moi, j'ai pas dans une même journée, je peux avoir plusieurs vies. Hein. Je peux être avec des personnes en grande difficulté d'insertion, avec un sous-préfet, avec une journaliste, puis avec une équipe de direction ou des coprésidents pour un comité stratégique. Et cette diversité de vie, c'est génial. Et la multiplication des fonctions, je disais tout à l'heure, vous êtes président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES. Est-ce que cette multiplication des fonctions, des mandats, c'est nécessaire au portage d'un projet comme celui-là, d'un écosystème, d'une coopération à cette échelle-là? Oui, parce que on n'invente rien et on n'invente rien tout seul. C'est-à-dire que l'hypothèse qui m'a conduit, j'ai beaucoup bossé à une époque sur les questions d'innovation et sur l'histoire des inventions. C'était un sujet qui m'avait beaucoup attiré. Donc j'ai eu quelques mois où j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai même commis un jeu de société qui s'inspirait de ces sujets-là, passons. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même les grandes inventions ont rarement été en réalité inventées par une seule personne ou un seul groupe de personnes. Il y a des situations qui font qu'on invente quelque chose. Il n'y a pas que Alexander Bell qui a inventé le téléphone. Il y a plusieurs personnes qui ont inventé le téléphone en même temps. Simplement, Alexander Bell a eu ce petit génie supplémentaire qui a été de voir comment on pouvait permettre à tout le monde d'utiliser le téléphone ou encore de le fabriquer. Ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est ça. Et par conséquent, je me suis mis dans une position qui consistait à dire, mais en fait, l'enjeu, c'est pas tellement d'inventer, c'est plutôt de voir ce qui est nécessaire et qui a inventé déjà comment y répondre pour ensuite adapter cette réponse à mon besoin particulier, à ce besoin local, parce que néanmoins, tous les territoires ne se ressemblent pas absolument. J'ai une petite passion pour la montagne, par exemple. On ne vit pas à 2000 mètres d'altitude de la même façon qu'on vit au bord de la Saône. Voilà, donc les réseaux, ça vous permet de prendre des idées, d'aller chercher des solutions finalement. Et ben voilà, vous avez tout compris. Le réseau, ça sert à ça à benchmarker en permanence. Armand, je vous propose, on va terminer ce podcast. J'ai juste quelques questions très rapides. Je vous demande des réponses rapides également. Parce que je sais le mieux faire, moi, la réponse. Alors, voici quelques questions cash qui ne coûtent rien pour terminer ce podcast de Magnésium. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel? Si j'avais un super pouvoir, ça serait de permettre à tout le monde de travailler ensemble à la construction des solutions dont ils ont besoin. Bref, qu'on oublie un peu nos égos pour travailler ensemble. L'ESS est une économie financée par l'argent public. Vous en pensez quoi de façon cash de cette remarque? C'est un mensonge. Si vous pouviez transmettre un message au monde entier, qu'est-ce que ce serait? Oh là là, elle est dure celle-là. En faisant ensemble, on peut changer le monde. Quelle est votre boule de cristal à vous? Comment vous faites pour prendre des décisions, pour voir l'avenir? D'écouter les autres et de savoir que je suis celui qui est payé pour se tromper. Et pour terminer, est-ce que vous avez une lecture que vous aimeriez partager là avec nos auditeurs? Wow, il y en a plein. Celle qui me vient à l'esprit, c'est Sapiens. Savoir d'où on vient pour savoir où on va. De? Yuval Noah Harari. J'ai juste une dernière question qui me vient là, mais qui me semble essentielle pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un vous a inspiré? Alors, plusieurs personnes, mais une minute de silence pour un mentor, François-Xavier Verschave, qui a inventé le terme de France-Afrique et qui était un économiste de terrain extraordinaire.
Merci beaucoup Armand Rosenberg pour cet échange, ce moment passé ensemble. Retrouvez Magnésium avec l'hyperactif, l'hypercréatif Armand Rosenberg en replay sur lyondemain.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur ma chaîne YouTube également, Marilyn en live. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Armand peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci Armand. Merci Marilyn.